Alors si on regarde ici, maintenant l'envers, c'est très intéressant parce que vous allez voir que les mots vont être super amusants. Eh bien bonjour, aujourd'hui je vais à nouveau tenter de démystifier ce que l'on appelle les peurs, culpabilité, croyances. Ces trois niveaux de fonctionnement de l'être humain qui font effectivement beaucoup de parler d'elles en ce moment et puis qui font beaucoup de dégâts dans notre société, puisque pour moi c'est ce qui est en train de faire couler l'économie réelle, et donc c'est vraiment intéressant d'aller voir qu'est-ce que ça cache. Alors les trois niveaux de l'être humain, je vais faire un peu de pédagogie pour rappeler que l'être humain a un fonctionnement physique, un fonctionnement émotionnel et un fonctionnement intellectuel, et que l'on représente symboliquement par ce schéma, voilà, avec une base physique instinctivo-moteur sous le nombril qui est de nature yin, féminine, une base intellectuelle qui est de nature yang, psychique, et puis une base émotionnelle qui est au milieu, que l'on représente par la croix, qui est au centre du cœur. Donc là on a le centre de la tête, le centre du cœur et le centre du ventre sous le nombril. Et quand on regarde les trois fonctions, qu'est-ce que représentent les peurs, culpabilité, croyances, ici évidemment c'est le royaume de la peur. Et il y a une seule peur fondamentale que l'on a tous, qui est la peur de la mort. Et effectivement, dès que l'on a des informations qui activent une peur de la mort, ça crée un sentiment de panique ou un système de défense. On va voir après les fonctionnements. Ici, au niveau émotionnel, on a quelque chose qui apparaît, qui est du registre de la notion de morale, de bien et de mal. L'émotionnel, c'est ce qui nous permet d'être attiré par quelque chose de bien ou d'être repoussé par quelque chose de mal. Donc ici, on va avoir ce qu'on appelle les culpabilités. Les culpabilités avec, de l'autre côté, la notion de on veut échapper à quoi? On veut échapper au jugement d'être coupable. Bon. Et puis au niveau intellectuel, on a le troisième registre qui lui est du registre des croyances. Ici nous avons les croyances. La croyance, c'est ce qui fait dire je sais, mais en fait derrière quand on dit je sais, souvent ce n'est qu'une croyance, parce que j'ai entendu une information, l'information je l'ai prise comme mienne, je l'ai fait mienne, et je dis moi, je crois que, ou je sais que, je pense que, etc. Et là donc, on va avoir quelque chose à quoi on veut échapper, c'est à ce qu'on appelle avoir tort. Avoir tort. J'ai raison ou j'ai tort. Donc là, on a des binômes qui apparaissent, qui sont très intéressants. Soit je suis en vie, soit je suis mort, soit je suis coupable, soit je suis innocent, soit j'ai tort, soit j'ai raison. Et en fait, on veut échapper ici, on veut sauver sa peau, échapper à la mort. Ici, on veut échapper à la culpabilité, et là, on veut échapper à la bêtise d'avoir tort. Alors, si on regarde ici, maintenant, l'envers, c'est très intéressant parce que vous allez voir que les mots vont être super amusants, parce que ici, ce qu'on veut éviter, c'est de perdre la vie. Perdre la vie. Voilà. En ce moment, il y a un virus qui rôde, il faut se protéger des autres, etc. Pourquoi? Parce que j'ai peur de perdre la vie. Alors ça pose une question, est-ce qu'on peut perdre la vie? Voilà, ça aussi c'est très intéressant de voir sous cet aspect, parce que si j'ai peur de perdre la vie, aussitôt je vais être soumis à quantité de peurs, et ces peurs vont me manipuler. Si je n'ai pas peur de perdre la vie, effectivement, toutes ces peurs-là vont se relativiser, puisque si par exemple
je suis persuadé d'être immortel. Le corps est mortel, ça c'est sûr, mais il y a d'autres parties qui peuvent être immortelles, et à ce moment-là, perdre la vie, on peut le relativiser. Ici, j'ai peur de perdre mon innocence. Donc là, perdre l'innocence. Ah, si je perds l'innocence, c'est embêtant, parce qu'il va y avoir un jugement, quelqu'un va me juger, par exemple Dieu, ou je ne sais pas quoi, et cette peur de perdre l'innocence va effectivement manipuler beaucoup de gens, surtout en ce moment, parce qu'on veut tous échapper à la culpabilité, donc on veut tous prouver que l'on est innocent. Pourquoi ? Parce qu'on peut penser dans notre schéma judéo-chrétien que si je suis malade, par exemple, en risquant de perdre ma vie, c'est parce que j'ai été coupable de quelque chose que j'ignore souvent. Alors, on peut faire des équations quelquefois. Si par exemple, j'attrape un virus, je peux penser que c'est parce que j'ai eu une mauvaise hygiène de vie, donc je me juge coupable d'avoir fumé, d'avoir fait des excès alimentaires, je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, je suis coupable, et donc c'est bien mérité. Puisque je suis coupable, je mérite de perdre la vie. Vous voyez, le lien, c'est évident ce truc-là. Donc là, on a peur de perdre l'innocence. Et bien sûr, si vous acceptez l'idée de pouvoir perdre votre vie, vous aurez moins peur. Si vous acceptez l'idée de perdre votre innocence, vous vous sentirez moins coupable. C'est mathématique. Donc la clé, elle est là-dedans. Et alors là, le dernier, c'est le must. J'adore. Ici, on a peur de perdre la raison. On a peur de perdre la raison. Et c'est fou, mais en ce moment, je le dis exprès, c'est fou. Hein. On a peur de devenir fou. En ce moment, on a l'impression que tout le monde devient fou. Vous avez sans doute remarqué ça. Les gouvernants, les premiers, les scientifiques, les hommes politiques, enfin les gens qui parlent, les gens qui disent aux autres, en fait, on a l'impression qu'ils ont perdu la raison. Ils prennent des mesures qui sont irrationnelles. Où est passé Descartes ? On se demande, Descartes n'est plus là. La pensée raisonnante, la raison, a disparu du débat scientifique, du débat politique, du débat économique, et ça fait des années que ça dure. Là, on est au summum, parce qu'on a l'impression que c'est une maladie collective, hein, c'est pour ça qu'on parle de maladie mentale, qui est mentale collective, qui apparaît pour la première fois avec l'épisode du coronavirus. On est dans une maladie mentale collective qui montre que l'on a perdu la raison. Ah, si l'on a perdu la raison, c'est grave, parce que si on a perdu la raison, les décisions de notre mental, de notre cerveau, les décisions, les choix vont être irrationnels. C'est un peu comme une mouche qui est dans un bocal et qui cherche des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour l'épisode de coronavirus ? C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter un ennemi qui est invisible ? J'en ai déjà parlé. On ne peut pas arrêter un ennemi invisible. D'ailleurs, on n'a jamais réussi à isoler le fameux Covid-19. On sait qu'il existe parce qu'on voit des traces, mais on n'arrive pas à l'isoler, à le traquer. Alors on essaye de le traquer avec des décisions irrationnelles. C'est un ennemi invisible, comment on peut l'attraper ? Le mental veut essayer de maîtriser les choses. Pour les maîtriser, il utilise les croyances qu'il a. La croyance que j'ai, c'est que par exemple le virus se déplace dans l'air, donc je vais faire en sorte de prendre des mesures que je vais imposer au corps et à l'émotionnel en disant attention, ceux qui ne respectent pas ces mesures sont coupables, et ces mesures vont viser à empêcher un virus de se balader dans l'air. Sauf qu'on n'arrive pas à isoler un virus dans l'air. Hein. Bon, mais c'est juste que là, on part de quelque chose qui est complètement faussé dès le départ, parce que la croyance qui est en place veut avoir raison, alors que cette croyance peut avoir perdu la raison. Justement, c'est ça qui est intéressant. Alors, nous, comment on se positionne ? Comment chaque individu peut se positionner pour s'en sortir ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que, à mon avis, la maladie mentale collective, on ne va pas la traiter par une solution collective. Puisqu'on voit bien que ceux qui dirigent et qui suggèrent des solutions collectives ont perdu la raison. Souvent, d'ailleurs, quand il y a deux camps, il faut se méfier parce qu'un camp comme l'autre sont tous les deux pris par des croyances.
certes différentes, mais des croyances quand même. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une thèse sur quelque chose, sur l'épidémie par exemple, et la contre-thèse ou l'antithèse, et vous vous rendez compte qu'à la sortie, les deux reposent sur des croyances qui sont erronées. Bon, c'est intéressant à regarder. Donc, on a perdu la raison. Si on veut s'en sortir au niveau individuel, comment est-ce que l'on peut faire avec ces peurs, culpabilités, croyances? C'est ça qui est intéressant. Le reste, on s'en fout. Eh bien, en fait, ici, il ne faut pas avoir peur de perdre la vie. Donc, il faut regarder en soi la peur de perdre la vie et accepter l'idée que vous pouvez mourir demain en traversant la rue, mourir tout de suite en attrapant un virus ou je ne sais pas quoi, ou une crise cardiaque. Vous pouvez perdre la vie, oui, c'est une évidence, on va tous perdre la vie, le corps va perdre la vie. Mais la présence qui habite le corps, ça c'est un mystère. Donc on peut se mettre dans la présence qui habite le corps, et au lieu de se considérer comme propriétaire du corps et de devoir à tout prix éviter la mort, on devrait se rappeler que la présence qui habite le corps est en transit, qu'elle est un occupant qui n'est pas propriétaire, un occupant d'un véhicule qui s'appelle le corps, et que ce véhicule, de toute manière, un jour, il va aller à la casse, il va se recycler. Et la présence ira ailleurs. Bon, c'est une façon de voir la vie que pratiquement toutes les traditions ont toujours raconté de cette manière. Bon, voilà. Perdre la vie, ça arrivera, autant se rendre à l'évidence, oui, oui, oui. Perdre l'innocence, évidemment, vous ne pouvez pas grandir dans cette vie, dans cette expérience de dualité bien-mal, vous ne pouvez pas grandir et faire une prise de conscience sans faire une expérience. L'expérience, c'est quoi? Eh bien, c'est souvent, hélas, de faire quelque chose de mal. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose de bien, en général, ça va bien, donc on ne s'en rend même pas compte. Par contre, quand on fait quelque chose de mal, c'est-à-dire quelque chose de douloureux, une expérience qui est souffrance, à ce moment-là, cette expérience va éveiller la conscience, et va d'ailleurs beaucoup plus éveiller la conscience qu'une expérience de bien. En ce moment, on fait une expérience de confinement, de séparation, de se méfier de gestes barrières, de se méfier des autres, etc. Cette expérience nous fait prendre conscience que l'on est important, chacun, mais nous fait prendre conscience aussi qu'il est vital que l'on reste en lien les uns avec les autres. Et comment faire cette prise de conscience que le collectif est important sans être privé du collectif? Et en fait, c'est simple. La notion de bien et de mal vise à éveiller notre conscience. Mais on ne peut pas rester innocent. On ne peut pas rester innocent dans cette expérience-là. Donc il faut accepter que l'on va faire tous des expériences dans notre vie qui vont être connotées négativement, comme si c'était quelque chose de mal, mais qui font en fait évoluer notre conscience, et c'est ça qui est important pour l'âme. L'âme, elle s'en fout de l'innocence ou de la culpabilité, ce qu'elle veut, c'est éveiller la conscience, et sa conscience, pour l'obtenir, l'âme, elle est prête à toutes les expériences, même à l'expérience de mourir. C'est une expérience comme une autre. Et enfin, ça c'est ce qui se développe le plus actuellement, ce sont les débats de croyances, les débats soi-disant scientifiques, où des experts vont venir dire, étaler leur science en disant « moi je sais ». Alors, on sait tous qu'on ne sait jamais, puisqu'il y a un chanteur qui l'a déjà chanté, mais il n'empêche qu'on a tous un mental qui voudrait avoir raison. Même des scientifiques qui prédisent ce que l'avenir va être, pour pouvoir dire après « je vous l'avais bien dit, j'avais raison », avant les autres. Et c'est intéressant parce qu'on va voir que d'abord bien malin qui peut prédire l'avenir, puisqu'il y a même un comité scientifique qui a prédit que le virus resterait jusqu'à l'été prochain. On se demande pourquoi l'été et pas jusqu'à 2024. Pourquoi pas? Puisqu'il est en train de muter, il n'a pas fini de muter, et on va l'avoir pour longtemps comme la grippe ou le rhume. Bon, mais ce mental qui veut avoir raison, en fait, cherche aussi à échapper à la culpabilité et à la mort. Et on va se rendre compte que toutes ces trois notions-là sont interreliées, et que si vous acceptez l'idée de perdre la vie, vous devez accepter l'idée de perdre l'innocence, et vous devez accepter l'idée de perdre la raison, c'est-à-dire d'être à côté de la plaque, d'être bête,
d'être quelque chose qui n'est pas raisonnable, d'être quelqu'un qui est fou. On n'est pas loin de la folie quelquefois. On le voit dans le collectif. Les problématiques qui vont arriver maintenant chez l'humain vont être des folies collectives. Puisque l'humain a évolué, il est passé des épidémies biologiques, la peste au Moyen-Âge, on est passé à des épidémies émotionnelles, et ça on le voit bien, qu'effectivement il y a une recherche désespérée de l'innocence, et on voit bien que les émotions polluent énormément. Vous allez dans une manifestation, s'il y a une émotion, par exemple des CRS qui vont charger au bout de la rue la manifestation, à l'autre bout de la rue, les gens ont un vent de panique qui est transmis par l'astral, par l'émotionnel. On est contaminé, nous sommes contaminés par les émotions des autres. Et cette nouvelle forme de contamination collective, elle est très dangereuse parce qu'effectivement, là, on est dans la folie. Et quand on dit dans la folie, c'est-à-dire qu'on n'est plus maître de tout le reste, ni de ses émotions, ni de ses actes. C'est très très intéressant parce que là, il faut voir qu'en ce moment, il y a un collectif qui est en train de perdre la raison et c'est très très dangereux pour le reste. Et on va le voir par exemple au fait que les mesures prises pour traiter l'épidémie de coronavirus sont en train de détruire la société réelle. L'économie réelle, ça va arriver dans quelques semaines, quelques mois maximum, l'économie réelle est en train de s'effondrer. L'économie réelle, c'est celle qui nous fait manger. C'est-à-dire que là, on va avoir des milliers, des millions de chômeurs partout dans le monde et que ces gens-là auront faim et n'auront pas de source de revenus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'énergie vitale pour donner la vie. Donc qu'est-ce qui va se passer quand cette chose-là va se manifester? La cause, elle est où? Elle est là. C'est-à-dire qu'ici, il y a des décisions irrationnelles qui sont déraisonnables. Ces décisions sont en train de tuer le corps. Alors il faut observer chez chacun d'entre nous, on doit tous observer ce mental déraisonnable qui nous fait croire des choses qui sont en train d'activer des peurs de survie et en train de détruire la vitalité de notre corps. On a plein d'exemples. On met un masque pour empêcher un virus d'entrer, mais ce masque nous empêche de respirer. Or, le corps a besoin de respirer. C'est aussi bête que ça. Tous les jours, regardez, tous les jours, et vous portez le masque après en disant « Ah oui, mais comme ça, je protège les autres. Je suis innocent, regardez. Moi, je me sacrifie, je m'empêche de respirer, de vivre, mais je suis innocent. Et puis j'ai raison. » Voilà, vous voyez ce mécanisme. Alors, pour conclure, il y a deux mécanismes que chacun doit observer en soi. Le mécanisme yin et le mécanisme yang. Alors, le yin et le yang. Ces deux mécanismes vont faire que nous avons deux façons d'appréhender la peur de la mort, la peur d'être coupable ou d'avoir tort. Si je suis dans un mécanisme yang, je vais prendre les choses de l'intérieur et je vais les projeter à l'extérieur. Et donc, par exemple, si je prends l'exemple basique là au milieu, si j'ai peur de la culpabilité, moi je vais accuser l'extérieur d'être coupable. Si je suis dans un mécanisme yin, je vais faire le contraire, je vais intérioriser l'énergie et je vais prendre l'énergie de la culpabilité et je vais, ce qu'on appelle, me culpabiliser. Donc je vais prendre la charge de culpabilité sur moi, je vais me faire payer, au lieu de faire payer les autres, mécanisme yang, je me fais payer, et je vais absorber l'énergie collective de culpabilité pour essayer de la traiter à l'intérieur. Donc les gens qui sont yang se débarrassent de l'énergie, croit-il, mais ils vont charger les autres, ce qui va faire des effets de retour, et les gens qui sont yin vont se charger eux-mêmes, ce qui va les détruire. Le mécanisme yin comme le mécanisme yang sont pathologiques. Là, évidemment, si vous êtes yang, vous accuserez les autres d'être des cons. C'est facile en ce moment, il y en a plein. On est d'accord. Et si vous êtes yin, vous allez avoir peur de passer pour un con. Vous avez peur de dire des conneries. Donc, si vous êtes yang, vous chargez les autres de conneries, mais
ça va vous revenir, puisque forcément les autres vont essayer de se débarrasser de cette charge. Et si vous vous chargez vous de cette chose-là, effectivement, vous n'osez plus prendre de décision, vous n'osez plus dire, puisque vous avez peur de passer pour un con, vous avez peur de ne pas savoir, vous avez peur d'avoir tort. Et puis là, dans les mécanismes de survie, quand vous êtes yang, il y a deux mécanismes quand on est yang. Il y a soit les bras pour se battre, instinct de survie, je vais me battre pour me défendre, ou les muscles des cuisses pour courir. Il y a des gens qui vont mettre l'énergie en haut pour se défendre, et puis des gens qui vont mettre l'énergie en bas pour s'enfuir. Quand il y a des guerres, par exemple, avec un système de survie qui se met en place, il y a des gens qui vont se battre et des gens qui vont fuir. Ça, c'est un mécanisme yang, je sauve ma peau. Le mécanisme yin, on prend l'émotion, enfin la peur à l'intérieur, et cette peur va nous liquéfier. On va être paralysé, on va rien pouvoir faire, on va se liquéfier. Vous savez que la peur, ça fait uriner, etc. On est paralysé et donc on va être une proie, on va mourir de peur en fait. Voilà, on va mourir de peur. Soit on va s'enfuir, soit on va mourir de peur. Dans les deux cas, de toute manière, on reste avec la peur de perdre la vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut voir que les mécanismes yin, de prendre à l'intérieur, ou les mécanismes yang de projeter à l'extérieur, sont tous les deux des mouvements erronés. Il faut revenir au point central et il faut éviter ces débats ici, en yin comme en yang, pour rester centré. Et ça, c'est à chacun pour soi. Il n'y a pas de sauveur qui viendra nous dire comment faire ou qui viendra nous le faire à notre place. C'est à chacun pour soi de rester centré dans ces énergies-là tourbillonnantes, de rester au cœur du système et de voir que tout ça, c'est du vent. Ce sont des choses que nous créons nous-mêmes dans un seul but, c'est d'éveiller notre conscience pour rester centré et voir que ce mécanisme-là, nous en sommes créateurs individuellement et que donc nous pouvons en sortir individuellement. Encore une fois, c'est mon credo, je ne pense pas que la situation actuelle nous demande qu'un sauveur ou que des scientifiques ou que des politiques ou n'importe qui viennent nous tirer d'affaire. Je pense que c'est à chacun de faire le choix qu'il doit faire, d'être centré et d'accepter d'être en vie, de se moquer de cette histoire de culpabilité, innocence, accepter d'être en vie pour expérimenter et faire du mieux que l'on peut avec les connaissances que l'on a, en sachant que les solutions d'avenir, on ne les connaît pas, le problème d'avenir, on ne le connaît pas, que toutes les choses sont toujours nouvelles et que c'est un peu ça qui nous fait peur. La nouveauté là qui arrive, ici, du ciel, là, ce que la vie nous envoie, comment on va le gérer, le digérer, pour éveiller notre conscience. Eh bien en fait, d'une seule façon, c'est d'accepter cet inconnu qui arrive et de dire, eh bien je ferai du mieux que je peux en restant centré. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt.